Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 10e édition du 3 questions A. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Paul Lu, qui est le secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000, une initiative internationale qui travaille à améliorer la séquestration du carbone dans les sols forestiers et agricoles pour notamment lutter contre le changement climatique. Il nous en dira certainement plus pendant ces réponses. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, votre position de secrétaire exécutif sur ces sujets-là de sol agricole et forestier va faire que on va avoir un regard particulièrement avisé et intéressant sur les sujets qui nous préoccupent tous. La première des questions qu'on a envie de vous poser, c'est quel est l'état actuel de nos sols agricoles à l'échelle de la planète? Justement, vous qui avez une vision internationale au travers de l'initiative 4 pour 1000. Du moins, on essaye d'avoir une vision. Oui. Bonjour Marc et bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup les scientifiques depuis pas mal d'années, mais qui intéressait un petit peu moins les professionnels dans un premier temps, mais aussi les politiques. Et avant de vous donner quelques chiffres qui me paraissent intéressantes pour essayer de quantifier ou de donner une petite idée de l'état de nos sols, je voudrais simplement dire une chose qui paraît évidente quand on l'a dite et qui n'est pas forcément si évidente que ça. En fait, les sols naturels sont généralement, lorsqu'on ne les touche pas, lorsque l'homme n'intervient pas, sont à l'équilibre. Et on peut considérer qu'à partir du moment où l'homme a commencé à travailler les sols pour son agriculture, Mhm. c'est à partir de ce moment-là que les sols ont commencé à se dégrader. Mhm. Et tout particulièrement lorsqu'on a commencé à les labourer. Et bien évidemment, cela est allé crescendo avec les moyens modernes de labour beaucoup plus puissants. On a aussi compacté les sols, etc. Donc aujourd'hui, si on se fie à quelques données générales qui nous sont communiquées par la FAO notamment, bien un des indicateurs qu'on peut avoir, c'est qu'on perd à peu près l'équivalent d'un terrain de football en termes d'érosion des sols toutes Mhm. les 5 secondes, ce qui est quand même assez considérable. Ah oui, effectivement. Et à l'échelle de la planète, on considère que 75% des sols sont dégradés à différents degrés. Et quand je dis à différents degrés, ce n'est pas un peu dégradé, très peu dégradé. C'est Oui, dégradé ou très dégradé. d'accord. Donc, et tout ceci, bien évidemment, sous l'effet de l'activité humaine, en grande partie, activité humaine qui, après, peut être, disons, amplifiée par le vent, l'eau, etc., et d'autres facteurs. D'accord. Chaque année, la FAO estime que 25 à 40 milliards de tonnes de couches superficielles disparaissent à cause de cette érosion, ce qui D'accord. correspond à une perte annuelle en termes de production céréalière de presque 8 millions de tonnes de céréales par an. C'est assez énorme. Et si on ne fait Ah oui. rien d'ici à 2050, eh bien, les calculs, c'est des calculs théoriques, mais ça frappe quand même un petit peu. On peut considérer que si on ne fait rien d'ici à 2050, on aura perdu l'équivalent de toutes les terres arables de l'Inde, qui n'est quand même pas un petit pays agricole. Non. Alors, l'érosion est un des facteurs, bien sûr, qui se traduit notamment par de la perte de matière, mais aussi de la perte de nutriments dans le sol. Mhm. On a aussi des effets de dégradation à travers l'acidité, l'acidification, la salinisation des sols. Bref, Mhm. il y a énormément de facteurs qui peuvent contribuer à dégrader les sols. D'accord. Et si on se ramène à l'échelle du continent africain, on a à peu près 40% des sols africains qui sont dégradés. Et à l'échelle de la planète, on est légèrement supérieur à 30%, ce qui est quand même déjà très, très inquiétant. Et 30% très dégradé par rapport au Oui, chiffre de oui, oui. 15%, D'accord. bien évidemment. Bien sûr. Voilà, donc on le voit, l'enjeu général de tout ça est de préserver nos sols. C'est vraiment un enjeu majeur. Et je voudrais simplement répondre à cette question par Mhm. quelques chiffres qui vont me permettre de fixer les idées. Notre belle planète bleue compte à peu près 15 milliards d'hectares de terres émergées. Mhm. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, c'est pour ça que c'est la planète bleue Et d'ailleurs. oui. Et sur ces 15 milliards, il y en a seulement un tiers qui est utilisé ou qui est utilisé par l'homme en termes d'agriculture. Mhm. Quand je dis agriculture, c'est agriculture au sens large. C'est-à-dire que sur ces Mhm. 5 milliards d'hectares, il y en a à peu près 3,4 qui sont des parcours ou des pâturages, et il Mhm. y en a à peu près 1,5, un petit peu plus, qui sont des terres arables et des plantations diverses. Alors, D'accord.
on le voit, c'est déjà, c'est pas beaucoup par rapport à la surface totale de la planète. Et puisque c'est uniquement 12% en tout de la surface de la planète Oui. qui est utilisée pour l'agriculture. Mais maintenant, si on regarde les modes de production durable qui sont mis en œuvre sur ces 1,5 milliard d'hectares, eh bien, on s'aperçoit qu'on estime à peu près à 70 millions d'hectares. Attendez, 1,5 milliard d'hectares, d'accord, SAU total, 70 millions d'hectares, qui sont, donc 5%, qui sont en agriculture biologique certifiée. Okay. Là, je ne parle pas d'agriculture biologique, disons, forcée, c'est-à-dire que une grande partie des exploitations familiales dans les pays en développement sont par nature biologiques parce que les familles n'ont pas les moyens d'acheter des produits phytosanitaires ou des produits, des engrais minéraux. Donc, je parle uniquement de l'agriculture biologique certifiée. Okay. Et on peut rajouter à ça à peu près 180 millions d'hectares en agriculture de conservation des sols, soit à peu près 12 à 13%, ce qui fait un total de moins de 20% de la SAU agricole mondiale qui est gérée de façon durable. Donc on le voit, là on est vraiment au cœur du problème. Il faut qu'on fasse quelque chose assez rapidement pour trouver des modes de production qui soient plus durables. Ok. Alors, ça va permettre de faire le lien avec la question suivante, mais grosso modo, ce qu'on retient, c'est que donc il y a entre guillemets urgence de prendre en considération cette question des sols parce que aujourd'hui c'est un sujet qui est pas assez pris en compte, pas assez je dirais dont la conscience n'est pas assez forte pour arriver à ce qu'il y ait un vrai effet sur ces qualités de sol là. Pour autant, si j'entends aussi ce que vous dites, c'est que a priori, on est en mesure de réagir et de pouvoir faire des choses. Alors, ce qui nous amène à cette deuxième question qui est quel rôle peut ou doit jouer un agriculteur dans la lutte contre le changement climatique ? Oui, effectivement, il faut réagir. Donc, ça c'est clair. Alors, cette question, si on la pose à tout le monde va dire, bah, écoutez, le même rôle que tous les autres citoyens. Bon, on pense, nous, et je pense qu'on n'est pas les seuls, les agriculteurs ont un rôle un peu plus important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Alors, juste en 2 mots pour vous expliquer, pour vous illustrer pourquoi les agriculteurs et l'agriculture ont un rôle à jouer, je veux juste revenir un petit peu sur la petite histoire de l'initiative 4 pour 1000. Oui. C'est celle qui a conduit finalement à la création de cette initiative. Ça se passe dans les années 2015, l'année 2015, au mois de mars. Stéphane Le Foll vient à Montpellier, il est ministre de l'Agriculture à l'époque, pour inaugurer la conférence sur la Climate Smart Agriculture, c'est-à-dire qui peut permettre d'améliorer l'agriculture conventionnelle, pour être clair. Et il a préparé un discours, on lui a préparé un discours, mais dans la voiture, en revenant, on lui explique que dans les sols, il y a 2 à 3 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Et que, si on fait un calcul théorique, si on arrivait à augmenter de 0,4% la quantité de carbone qui se trouve présente dans les sols de la planète chaque année, on arriverait théoriquement à compenser le flux net, c'est-à-dire le résultat des émissions qui sont dues aux activités humaines chaque année. Donc, un rôle énorme que pourraient jouer les sols en stockant tout ça grâce à la photosynthèse des plantes, etc. Et le ministre a dit, ben ça c'est quand même assez extraordinaire. Bon, et il oublie ça 5 minutes, et au moment de faire le discours d'inauguration, il oublie son discours, et devant l'assistance qui était un peu étonnée de ça, il dit, ben voilà, est-ce que vous savez qu'il y a 2 à 3 fois plus de carbone, etc. Il déroule. Et il finit en disant, voilà, je m'adresse aux directeurs du CIRAD et de l'INRA qui sont juste devant moi, et je leur demande de préparer pour la fin de l'année, pour la COP21 que la France accueille à Paris, une initiative internationale qui portera sur l'importance des sols pour lutter contre le changement climatique et améliorer la sécurité alimentaire. D'accord. Et c'est comme ça qu'est née l'initiative 4 pour 1000, parce que 0,4%, 4 pour 1000. Oui, c'est ça. D'où le fait que l'agriculture ait une première importance dans la lutte contre le changement climatique, et je dirais même, c'est le seul secteur économique qui soit capable d'apporter une réponse au problème du changement climatique dans le cadre de ses activités courantes. Tout en œuvrant à l'adaptation de l'agriculture, au changement déjà en cours, et bien sûr en contribuant à notre sécurité alimentaire quotidienne. Donc, l'agriculteur est réellement au centre, au cœur de la lutte contre le changement climatique. C'est lui, grâce à son travail de tous les jours, qui stocke du carbone dans les sols agricoles. On peut même élargir, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aux producteurs forestiers qui font le même travail au niveau des forêts, et qui permet de limiter l'augmentation de la proportion de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et pour cela,
je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience de son importance. Certains en sont déjà conscients, pas tous. Il faut qu'il en soit fier. Et il faut surtout qu'il adopte les bonnes pratiques qui vont lui permettre, de travailler en ce sens-là. Il faut qu'il change son mode de production pour en choisir un qui va dans le sens de l'agroécologie. Agriculture climato-intelligente pour commencer, agriculture de conservation, agriculture biologique, agriculture biodynamique, agroforesterie, agriculture régénérative. On peut passer par des tas d'étapes. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit en accord avec ses convictions, en accord avec la capacité de formation disponible dans son environnement et de l'accompagnement socio-économique dont il peut bénéficier, notamment le rôle important des assurances, des banques et des soutiens publics. Et puis de l'adaptation des filières dans lesquelles il est engagé. Il faut que ses fournisseurs, ses acheteurs, s'il est dans une coopérative, soient en accord avec tout ça. Bon, on voit, c'est pas si simple. Il faut le concours de l'ensemble de la société. Et pour répondre à votre question, les agriculteurs ont un rôle majeur à jouer dans la protection de nos sols et pour lutter contre le changement climatique. Donc ils ont un rôle central. Alors je pense que ça va avoir un fort écho parmi nos adhérents qui travaillent depuis plus de 16 ans sur ces sujets-là et qui ont fortement amélioré, fortement modifié leurs pratiques sur leurs exploitations agricoles depuis plusieurs années. Donc je pense que cette logique-là, on l'aperçoit bien. L'agriculteur, il est au centre de l'enjeu. Il est à la fois un peu la cause et aussi un petit peu la solution. On a un peu cette dualité qui ressort dans ce que vous venez de dire et c'est très bien qu'on puisse l'entendre comme ça parce que ça veut donc dire que l'agriculteur qui en tout cas prend ces sujets en considération, en a pris conscience et a pris ces sujets en considération, du coup il a déjà gagné une partie de la partie et voilà, après c'est au niveau des pratiques que les choses vont pouvoir se faire. Alors vous disiez l'agriculteur c'est un citoyen comme un autre. Alors justement le citoyen j'ai envie de dire le citoyen lambda, alors c'est pas péjoratif du tout, on va dire c'est le monsieur et madame tout le monde, que peut faire, selon vous, tout un chacun, pour protéger le sol qu'il y a autour de lui ou chez lui, pour en préserver ou en augmenter la vie, selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Alors, effectivement, le personnage lambda de notre société, on en fait partie tous les deux. Donc, oui. il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas agriculteur. Je n'ai pas ce rôle majeur à jouer. Je sais de le promouvoir. Alors, à mon sens, il y a plusieurs types d'actions que nous pouvons tous faire pour aller dans le sens de mieux protéger nos sols et surtout, non seulement les protéger, parce qu'il faut qu'on change aussi de vision des choses. On a beaucoup parlé de développement durable. La notion de durabilité, c'est on s'inscrit sur un palier, puis on y reste. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que le palier, il n'était pas plat et qu'il était plutôt penché et on est descendu. Et donc, du coup, ce qu'il nous faut maintenant, c'est remonter. Et on parle beaucoup, surtout dans les milieux dans lesquels je travaille, on parle beaucoup de se mettre en position de régénération. Voilà. Donc, il faut essayer de préserver à minima, mais surtout d'améliorer, de régénérer. Voilà. C'est ce que vous disiez à travers votre question, d'augmenter la vie. En fait, la première des choses à faire, à mon sens, c'est qu'on est tous consommateurs. En étant consommateur, on a le choix des produits qu'on achète. Ça, c'est clair, ça paraît évident. Et je crois que dans la limite de nos capacités d'achat, bien sûr, en fonction de notre façon de nos salaires, etc., de vivre et de consommer, oui. De vivre, voilà. Je crois qu'il faut privilégier les produits qui s'inscrivent dans une démarche agroécologique. Si on va peut-être recharger plutôt les produits bio, si on veut chercher des fruits et légumes, des paysages, etc. On peut aussi privilégier les produits issus de l'agriculture de conservation des sols, notamment pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, parce que le problème de l'agriculture biologique, c'est qu'on va quand même continuer à labourer sur les grandes cultures, et donc on va perdre du carbone, et donc on va perdre de la vie. Donc voilà, c'est important, même si on apporte de la matière organique par ailleurs, qui peut compenser, mais c'est pas tout à fait à l'équilibre. Et puis, voir l'agriculture régénérative ou l'agroforesterie pour certains produits, comme le cacao, le café, etc. Alors, si on peut, la première chose à faire pour moi, c'est de lire les étiquettes lorsqu'on veut acheter. Et on peut essayer de faire un effort au niveau du prix pour soutenir les filières qui travaillent dans l'intérêt général, notamment stocker du carbone dans les sols pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est travailler dans le sens de l'intérêt général. Et cela est valable pour les produits d'origine végétale, mais aussi pour les produits d'origine animale. Parce que, notamment, on dit beaucoup qu'il faut manger moins de viande ou arrêter de manger de la viande. C'est pas forcément la solution. Il faut quand même savoir qu'un des systèmes agricoles qui stockent le plus de carbone à l'hectare consiste en des prairies permanentes sur lesquelles on va élever des bovins laitiers ou à viande en élevage extensif. Voilà.
qu'on appelait l'élevage extensif avant, et qui s'avère quand même pas si extensif que ça. Okay. Et en fait, ça permet de maintenir la flore, maintenir la diversification, la biodiversité, une ouverture de paysages et des productions de qualité. Donc, voilà, bien choisir son aliment est un des premières réponses. La deuxième réponse, c'est travailler en tant que citoyen au recyclage de la matière organique. Alors, si on a la chance d'avoir un jardin, on peut le faire au niveau de son jardin. Si on habite en appartement, eh bien, on peut avoir un lombricomposteur sur sa terrasse ou sur son balcon si on en a un, ou à l'intérieur de la cuisine. Ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne semble pas mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ou bien en collectant les résidus organiques du ménage pour les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet. Il y a des communes qui s'y engagent. Je rappelle que des villes comme San Francisco, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et on commence à expérimenter ça à Paris. C'est bien. On a commencé à expérimenter ça à Paris dans certains arrondissements. J'espère que ça va se développer et que ça se généralisera dans toutes les villes. Parce que l'intérêt, c'est que tout ce qui passe par ces processus individuels ou collectifs permet à la matière organique de retourner au sol et d'y stocker du carbone dans un jardin, un parc public ou une exploitation agricole, et de ne pas finir à l'incinérateur où le carbone sera remis dans l'atmosphère. Et donc, en fait, utiliser la capacité de la plante à absorber ce carbone. Enfin, il faut réfléchir à la façon d'éviter l'artificialisation de toute surface qui est en terre. Ça, c'est permettre de jouer son rôle de sol vivant. Et enfin, j'allais dire de façon un petit peu plus ludique, tenter de sensibiliser autour de soi sur cette question du stockage du carbone dans les sols via l'agriculture et la foresterie. Lire, s'informer. Bon, notre site internet, il contribue modestement. Ça devrait être un petit peu plus convivial encore dans quelques temps, puisqu'on est en train de préparer la version 2. Ou bien en regardant des films comme Kiss the Ground. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. C'est un film qui est extrêmement porteur d'espoir. Il y a 2040 sur la même veine. Il y a Demain. Des films qui sont ce que les anglo-saxons appellent des feel-good movies, des films qui donnent envie de dire oui, demain, on a de l'espoir. Voilà. C'est autant de signaux positifs et de balises qui éclairent le chemin à suivre pour nous et les générations qui suivent. Je crois qu'au pays des Lumières, qu'est la France, il serait vraiment dommage que nous n'ayons pas un minimum d'espoir à communiquer à nos concitoyens de ce côté-là. Eh ben, on va terminer sur cette note positive. Donc, on va retenir savoir choisir ses produits, savoir recycler ou fabriquer de la matière organique chez soi, et puis s'informer, prendre des renseignements et comprendre en fait l'enjeu. En parler autour de soi et puis prendre des renseignements pour comprendre l'enjeu autour des sols. Paul, merci beaucoup pour vos éclairages. On souhaite longue vie à l'initiative 4 pour 1000, dont Demain la Terre fait partie, bien évidemment. Et merci de votre disponibilité. Et puis, nous espérons pouvoir nous revoir dans des meilleures conditions plus rapidement. À bientôt, Paul. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.